existe-t-il une situation congolaise et une solution au problème de l'énergie en République démocratique du Congo? Y a-t-il l'expertise nationale en la matière? Est-ce que les Congolais sont capables aussi de résoudre des problèmes techniques, technologiques, sans pour autant faire recours à l'expertise internationale? Y a-t-il une volonté politique dans notre pays d'encourager les Congolais à créer des entreprises viables qui peuvent commencer par résoudre leurs propres problèmes? Aujourd'hui, nous allons parler technologie, nous allons parler technique, nous allons parler aussi de l'utilisation de notre espace national, de notre expertise nationale, avec un Congolais qui a osé travailler dans le secteur énergétique, qui est dans le secteur industriel, mais qui peut aussi servir la population en énergie parce que le secteur a été aujourd'hui libéralisé. Voici l'invité du jour que je vous demande en train d'accueillir sur ce plateau. Venez nous rejoindre, ingénieur l'a dit, Mukindi. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis très content de vous recevoir sur ce plateau parce que pour une fois, nous recevons un expert congolais. Nous recevons un Congolais, chef d'entreprise, technicien, formé à l'étranger, mais qui est déjà dans son pays une référence incontestable dans le domaine technologique, notamment dans l'énergie. C'est bien ça? Exactement. Prenez le siège, asseyez-vous calmement. Et nous allons parler de votre entreprise, nous allons parler de vous-même. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier d'être Congolais, d'abord? Absolument. Je suis fier d'être Congolais parce que, premièrement, le peuple congolais est un peuple qui a une culture formidable. Et de ce fait, quels que soient certains problèmes que nous pouvons avoir ici et là, nous devons toujours nous rappeler d'où nous venons. Et je pense que cette culture devait être une des bases qui doit fonder même l'unité de tout le peuple congolais. Vous avez été formé notamment à l'étranger, jusqu'au Canada. Vous avez travaillé là-bas. Vous êtes revenu dans votre pays. Ce que vous avez fait ici chez nous, dans votre pays, le Congo, est-ce que vous en êtes fier? Oui, oui, oui. D'abord, avant d'arriver au Canada, nous sommes passés d'abord par la Russie, où on a fait un cursus en énergie, à l'université d'ailleurs qu'on appelle en russe Druzhbina-Rodov. Tu veux dire? Qui signifie l'amitié de peuple. Okay. Et on appelait l'université Druzhbina-Rodov Imini Lumumba, communément appelée Université Lumumba. Oui. Mais le nom a été changé depuis, parce que là on parle des années 90. Et après la Russie, c'est comme ça que nous sommes partis au Canada, à Montréal, à l'Université du Québec, où nous avons terminé en tant qu'ingénieur et où on a eu aussi la chance de faire l'assistanat pendant 1 an et demi. Vous avez enseigné au Canada? Absolument, absolument. Ça fait plaisir. Nous avons travaillé ici à TS50 pour faire un portrait de vous-même, de l'entreprise. Et juste après, on va évoquer en toute liberté ce que vous avez fait, ce que votre entreprise représente aujourd'hui ici au Congo et ce que vous pouvez conseiller au leadership national en matière de prise de décision. Nous sommes très suivis, aussi bien ici au Congo qu'à travers le monde. Ça va peut-être donner envie au tout nouveau Premier ministre. D'ailleurs, je salue, nous avons échangé avant-hier sur ce que le Congo peut devenir avec l'expertise congolaise. Ça fait partie des critériums aujourd'hui édictés pour de nouveaux ministres qui vont arriver, notamment dans votre domaine énergétique, parce que le Congo en a besoin. Voici le portrait. La République démocratique du Congo figure parmi les pays ayant le plus faible taux d'électrification. Moins de 10% des Congolais disposent d'un accès à l'électricité, 35% dans les zones urbaines et moins d'1% dans les zones rurales. Ce qui constitue dans ce monde en perpétuel développement un véritable frein pour le pays. Contrairement à ce que nombreux pourraient s'imaginer, la situation aurait pu être bien pire sans le soutien de quelques héros dans l'ombre. Créé en 1998, Ecoénergie a débuté dans les études de facturation
avant de se spécialiser en études de faisabilité des infrastructures d'électricité. Aujourd'hui, elle est la référence en haute et moyenne tension. À ses débuts, son directeur général, autrefois agent de la SNEL, en était le seul ingénieur. J'ai travaillé 20 ans à la SNEL et après, on a créé Econergy. On a commencé très petit, J'étais le seul ingénieur. C'est une jeune société par l'âge parce qu'on n'a pas encore 200 ans, comme McDonald's et les autres. Mais nous comptons aller franchement pérenniser l'esprit scientifique dans ce que nous faisons et surtout peut-être de 2, 3 générations, 4 générations, pourquoi pas. Je crois qu'avec l'expérience, avec le développement de la RDC, on va croître à l'unisson. Donc nous voulons que la RDC croisse et que Econergy croisse aussi en fonction de... Il y a beaucoup de travail à faire. Partenaire de la SNEL et quelques entreprises minières, Econergy œuvre depuis 23 années à travers plusieurs projets de grande envergure pour un apport positif dans le développement électrique. Nous avons de grands projets dans le solaire, des projets déjà réalisés en association avec d'autres sociétés sud-africaines, Megatron. Nous travaillons, ça fait 20 ans qu'on travaille avec eux et on a été concret, on a fait à Kananga. Malheureusement, on a 3 MW installés à Kananga. Le processus de mise ensemble avec le gouvernement, avec la SNEL traîne un peu. Il y a l'efficacité énergétique. Okay. Nous avons un grand projet avec la GECAMINE pour le moment. La GECAMINE nous a demandé en tant qu'ingénieur conseil de voir un peu sa consommation, ce qu'elle consomme réellement, quels sont les efforts qu'elle peut faire pour être plus efficace d'un point de vue énergétique. Dans ces locaux, c'est une ambiance à la Silicon Valley qui règne. Patrons et agents s'en mêlaient avec pour principal objectif un résultat de taille. Ladi Mukendi, son administrateur délégué, nous raconte le quotidien de la boîte. Nous avons aidé plusieurs compagnies à faire de l'économie sur leur facturation. Et en termes de raccordement, lorsque nous partons dans la région sud, au Katanga, pour plusieurs miniers tels que SMCO, Comidé, Chemaf, LCS, Comica, il y en a beaucoup, MGM, Metalmine, à toutes ces compagnies, c'est nous qui avons fait tout ce qui est comme étude de faisabilité pour que ces compagnies puissent se raccorder au réseau de la SNEL. Il est difficile que l'État développe un pays, et particulièrement dans le domaine de l'énergie. Donc aujourd'hui que nous avons cette loi qui permet à tout investisseur de venir et de mettre son argent et d'investir, c'est-à-dire de produire, de transporter, de distribuer et même de commercialiser, ça va permettre justement à ce que les différentes personnes ou les différentes compagnies qui sont intéressées, ils vont dans chaque région, peut-être si possible, mais ensemble, c'est mis ensemble, et bien on aura une amélioration dans la desserte énergétique. L'électricité en République démocratique du Congo pourrait avoir des jours meilleurs à l'avis d'Econergy. Seulement, il faudrait que toutes les parties assument ses responsabilités. Ingénieur Mukendi, on a envie de vous féliciter parce que on a un peu du mal à croire que les Congolais, là on n'a pas vu des Blancs là, en train de présenter cette société, aussi bien votre responsable qui a été à la SNEL pendant plus de 20 ans, que votre entreprise qui a plus de 20 ans, que vous-même, vous avez dit tout à l'heure, vous avez été au Canada, en Russie, formé, vous êtes venu au Congo. Qu'est-ce qui justifie que vous pouvez être aussi crédible que les Occidentaux? Bon, est-ce que c'est la formation ou c'est la volonté de mieux faire comme eux? D'abord, l'intelligence n'a pas de couleur. Ah oui, c'est vrai. Alors, quand vous allez à la même école et que vous étudiez la même science, et si vous mettez beaucoup plus de volonté, c'est tout à fait normal qu'à un certain moment, les produits de vos efforts, tout le monde pourra le constater. Donc, nous sommes rentrés ici il y a une dizaine d'années. On a été justement appelés par l'ingénieur Vita, que nous avons vu ensemble ici. Et nous avons voulu apporter aussi la petite expertise qu'on a acquise à l'étranger. Mais l'avantage avec, c'est que nous avons trouvé une bonne base ici.
Eco-Énergie était déjà crédible. Absolument, absolument. Nous arrivons en 2009-2010 et en ce moment-là, Eco-Énergie avait déjà 10 ans. Et lorsque nous arrivons, on essaie un peu d'ajouter aussi notre petite part à cette maison qui se construisait. Et cette petite part, c'est aussi amener un tout petit peu le côté financier dans le développement du projet. Mais comme nous l'avons dit, Eco-Énergie a commencé par la facturation. Parce que nous sommes tous clients de la SNEL qui, je pourrais dire, a un monopole de fait aujourd'hui avec... Monopole de fait, vous dites? Oui, je vais dire monopole de fait parce que normalement, avec la loi, la SNEL n'a plus... Non, avec la loi, la SNEL n'est plus monopole. Oui. Mais aujourd'hui, la seule compagnie qui a un réseau électrique, c'est la SNEL. La seule compagnie, je dirais, génère l'énergie pour l'instant, c'est la SNEL. La seule compagnie qui a un réseau de distribution, c'est la SNEL. Et pourquoi les autres n'arrivent pas à le faire? Parce que si le secteur est libéralisé, vous avez l'expertise, deux sociétés peuvent investir aussi, commencer à produire l'énergie et distribuer cette énergie. Pourquoi ça ne commence pas? Enfin, ça ne débute même pas encore. Bon, il faut avouer qu'il y a des choses quand même qui ont pris du temps. Hein? C'est-à-dire que dans la loi, on avait dit qu'il y avait la création de l'ARE, l'autorité de régulation, et de l'ANSER. Vous et moi, nous savons que c'est seulement cette année, ou je pense l'année passée, excusez-moi, en fin de l'année, qu'on a nommé les personnes afin d'animer ces deux agences. Or, lorsqu'on parle d'investissement dans le domaine de l'énergie, on doit nécessairement parler d'un arbitre. Alors, comment voulez-vous... la régulation. Voilà, comment voulez-vous débuter un match quand l'arbitre n'est pas encore présent? C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Alors, j'ai demandé tout à l'heure pourquoi vous êtes crédible. Est-ce que c'est la volonté personnelle? Est-ce que c'est M. Vika, par exemple, qui a pensé qu'en travaillant à la SNEL, il a constaté des dysfonctionnements? La facturation que vous faisiez pour la SNEL, c'était plus au niveau des appareils SNEL, parce qu'on sait que les compteurs, ça pose problème. On sait que la quantification même de l'énergie consommée, ça pose problème. Et les consommateurs aussi posent problème. Nous allons préciser les choses. Oui. En fait, je disais que la SNEL a un monopole de fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est elle qui produit, c'est elle qui vend. Alors, quand on a commencé avec la facturation, c'est-à-dire qu'on appelait les compagnies et on leur disait, bon, écoutez, quand vous recevez la facture de la SNEL, avant directement de l'amener chez le financier pour la payer, donnez-nous que nous puissions vérifier que la facture est correcte. Parce que... La consommation. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que l'erreur est humaine. Les factures, là, sont faites par des hommes. Alors, quand tu vois sur ta facture $100 ou $1000 ou $10 000, mais on avait commencé plus avec les clients moyenne tension et haute tension, dont les factures sont un peu plus grandes. Je parle de l'ordre de 100 000, 200 000, un peu plus. Alors, il fallait être sûr que la facture qu'on donne aux clients, elle était bonne. Alors, Eco-Énergie, Eco, qui est dans économie, d'énergie, économique. Absolument. Okay. Alors, on voulait faire des économies à l'entreprise. Alors, ces économies, c'était sous deux formes. Parce qu'il peut y avoir une erreur de facturation. Là, la responsabilité, on peut dire, incombe à la SNEL. Mais ce n'était pas toujours le cas. Deux fois aussi, c'était juste un problème, je peux dire, dans l'exploitation des machines du client. Parce que la SNEL, elle peut donner correctement son énergie, mais le client peut l'utiliser abusivement. Donc, en fait, notre rôle n'était pas nécessairement un rôle où seul le client est bénéficiaire, mais c'était un rôle, en parlant de facturation, où la SNEL aussi pouvait être bénéficiaire. Parce que lorsqu'on constatait que le client avait un problème justement dans son exploitation, on pouvait lui donner la manière qu'il pouvait exploiter pour consommer moins. Et si le client consomme moins, c'est-à-dire que la SNEL donne moins, et s'il donne moins, donc l'écart là, la SNEL peut distribuer autre part. Donc ça, c'était, je peux dire, le premier volet. Mais ensuite, on est parti un peu plus avec le développement minier, vers les années 2001, dans le Katanga. Avec les bombes miniers au Katanga, avec le boom notamment. Minier, oui. Il y avait beaucoup de compagnies minières qui arrivaient, et en ce moment-là, nous, en tant que bureau d'études, on a commencé maintenant à faire des études de raccordement électrique.
C'est-à-dire que quand le minier arrive, il dit que, bon, voilà, moi, j'ai besoin de 10 mégawatts, mais nous, on fait et on conçoit toutes les infrastructures pour Votre que lui... société conçoit pour Absolument. des sociétés industrielles. Absolument. Avec absolument. l'expertise qui va avec. Absolument, absolument. Tout, on fait la conception, tous les plans pour nous rassurer. On choisit quel type d'équipement, tout ça. Et ces études que nous faisons, nous les transmettons à la SNEL parce qu'à la fin, le réseau appartient à la SNEL. Et quand la SNEL approuve, en ce moment, le client, des fois, il dit, bon, écoute, vous avez bien travaillé pour les études, je vous conserve. Est-ce que vous pouvez nous rassurer qu'on peut avoir une bonne compagnie qui peut maintenant réaliser les études que vous avez faites? Et étant donné que c'est vous qui avez fait les études, il serait même plus logique que ce soit vous que vous puissiez faire la supervision des travaux. Alors, en ce moment-là, bon, eux, ils peuvent prendre des compagnies qui viennent à l'extérieur, en Chine, en Afrique du Sud, en Australie, mais ils sont sous notre supervision. Parce Et vous avez fait des travaux comme ça? Bien sûr, c'est tout ce qu'on fait, même jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'on s'assure que le travail qui est fait, il est correctement fait selon notre conception à nous. Et Alors, quand le chef de l'État dit, par exemple, qu'il veut créer une nouvelle société, des millionnaires, les millionnaires, ça commence par des entreprises. Absolument. Comme ça a été fait en Afrique du Sud, avec l'ANC, comme ça a été fait en Russie, comme De Gaulle l'avait fait après la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a cette volonté politique ici chez nous? Est-ce que vous qui êtes déjà sur le terrain, est-ce que vous sentez cet accompagnement pour que vous migrez de cette volonté personnelle à une volonté nationale affichée? Nous encourageons vraiment le chef de l'État et nous étions très contents d'entendre ces discours et on espère vraiment qu'il va se concrétiser. Oui. Vous savez, dans le cours de transfert de chaleur, on dit que quand tu veux augmenter la température dans une chambre, ok, avant d'aller vers ton thermomètre, d'augmenter la température du chauffage, rassure-toi d'abord, toutes les portes sont fermées, toutes les usines. Hermétiquement. Hermétiquement. Parce que juste en faisant ça, tu augmentes la température. C'est seulement lorsque tu es sûr que c'est fait, en ce moment-là, tu peux mettre la température pour augmenter la température. C'est-à-dire que ce passage-là d'augmenter, de créer les millionnaires, d'abord, il faut s'assurer de ceux-là qui sont en devenir et qui l'ont été honnêtement, ne seront pas pénalisés. Qui ont déjà commencé à faire le travail. Ah bon, il faut les encourager. Il faut les encourager. Oui. Il faut les encourager, ceux qui gagnent leur vie honnêtement, par un travail assidu, chaque jour, et qui essayent de mettre de leur empreinte pour le développement dans ce pays. Il faut les encourager. Et une fois qu'on encourage ceux-là, ben, c'est comme un échantillon qu'on a. Et en ce moment-là, c'est une bonne expérience et c'est plus facile d'en rajouter. Lorsqu'on construit une maison, il y a toujours la pierre angulaire. C'est celle qu'il faut solidifier. Alors, j'ai posé cette question. Est-ce que vous pouvez juste nous répondre? Parce que ça, c'est l'envie que vous manifestez. Pour que, avant de pouvoir créer des nouveaux, il faut regarder ce que vous avez. Vous êtes déjà là. Ça fait 20 ans. Absolument. Sur effort personnel. Je parlais un peu avec le responsable de l'entreprise, M. Vika, qui me dit que vous êtes, vous, M. Mukendi, la cheville ouvrière de Ecoénergie. Avec votre expertise, avec le management, etc., les côtés pilotage des projets sur le terrain. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Est-ce qu'il vous faut accès au marché? Il vous faut des recommandations? Parce que tous ces miniers qui arrivent, on parle des grosses infrastructures qui seront installées, par exemple à Mwanda, il va y avoir ces ports en eau profonde. Il va y avoir besoin d'énergie. Aussi bien pour faire les travaux que pour alimenter ces ports, etc. Vous avez besoin de quoi? Ben, il faut qu'on nous regarde, il faut qu'on nous appuie, il faut qu'on nous assiste. Parce que nous sommes là. Il faut qu'on nous fasse exister. Nous avons évolué jusqu'à ce niveau par nous-mêmes, grâce à Dieu, que nous remercions chaque jour. Mais n'oublions pas que nous vivons dans une société qui a aussi des règles. Des règles. Il y a des règles. Alors, nous voulons exister, nous voulons être assistés comme on a dit, et surtout, dans ces apports dont nous disons, des fois, tout ce qui est fisc, impôt, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, vous êtes surtaxé. Non, je pense ou que... vous subissez la pression fiscale. Je pense que ça serait bien des compagnies qui ont un impact assez direct sur des domaines clés
comme celui de l'énergie, ok, je pense que nous devons également sur ce point être aidés et non pas être matraqués. Ça, c'est Alors, très important. je vous pose cette question parce qu'en préparant cette émission, quand je dis éco-énergie, c'est congolais, c'est d'où la thématique qu'on a mis solution congolaise. Absolument. On dit que ce qui décourage le leader reçu dans notre pays, le président, les ministres, etc., c'est que quand on vous donne les marchés à vous, Congolais, c'est vous qui gâchez les marchés. Un, vous surfacturez le marché, ou plutôt l'offre. Allez, une offre qui pouvait, par exemple, coûter 10 000 $, vous, société congolaise, vous mettez ça 40 000 $. Deuxièmement, l'exécution de ces marchés. Au lieu d'aller acheter des pièces, par exemple, des équipements de bonne qualité, vous allez acheter des équipements en Turquie ou peut-être en Chine, 3e, 4e niveau. Vous venez, il y a des malfaçons et souvent, le travail n'est pas bien fait. On l'a vu pendant, par exemple, 5 chantiers. Il y a eu des Congolais qui ont été même jusqu'à faire la prison parce qu'ils ont mal exécuté les marchés. On l'a vu durant la révolution de la modernité aussi. Il y avait certains chantiers qui posent problème jusqu'à aujourd'hui. Encore une fois, les Congolais trahissent quand on leur fait confiance. Qu'est-ce qui changerait aujourd'hui? Vous, éco-énergie. Demain, on vous donne un marché dans le secteur énergétique. Grand Inga ou Port en eau profonde. Ou par exemple, la ville de Kinshasa qui veut restructurer, par exemple, l'alimentation en réseau électrique, etc. Qu'est-ce qui va changer avec tous ces antivaleurs? Nous sommes d'accord que toutes ces choses existent, malheureusement. Mais vous l'avez dit vous-même, nous avons 20 ans d'existence. Nous avons travaillé avec Midema. Nous avons travaillé avec Shemaf. Nous avons travaillé avec SMCO, Chituru Mining. Nous avons travaillé avec Komika. Nous avons travaillé avec LCS, Desiwa. Nous avons travaillé avec Metalmi. Nous avons travaillé avec MGM. Nous avons travaillé avec SIDA. Nous avons travaillé avec SK Kipo Tage. Nous avons travaillé avec Comidé. Nous avons travaillé avec l'Amical. Nous avons travaillé avec MKM. Je crois que j'ai cité plus de... On connaît votre probité en la matière. Merci. Je n'ai même pas à parler. Il suffit d'aller leur poser la question. Nous sommes une compagnie qui est professionnelle parce que nous avons l'éthique au sein de cette compagnie-là. Nous faisons un travail, premièrement, pour que nous soyons sûrs que le client il est satisfait. Or, lorsqu'on travaille dans le privé, et c'est pourquoi c'est important que même le management politique soit comme le management privé. Parce que quand on travaille dans le privé, lorsque le client il m'appelle moi, le client veut se rassurer que, un, il aura son produit, un bon produit, fiable, et puis deux, à un bon coût. Donc, je ne peux pas aller donner un produit qui est non fiable et ensuite surfacturer. Ça va à l'antipode de ce que nous sommes. Dites-moi, nous sommes en direct. Hein? Il y a des auditeurs, téléspectateurs à travers le pays et le monde qui posent des questions. Il y a M. Emery Kaïba, par exemple, qui est à Kikwit, dans les Bandundu, qui nous suit en ce moment. Il dit question à M. Ladi. Il y a une véritable difficulté pour les transports de l'électricité au barrage des Kakobola. Ouais. Ça fait 2 ans. Ouais. Comment vous pouvez apporter votre expertise à Kakobola? Bon, vous savez, normalement, ce problème ne devait pas arriver. C'est encore une fois, c'était un problème de conception. On connaît un peu le barrage Kakobola. Conception. Oui, parce que quand on a donné le financement du barrage, à l'époque, il n'y avait pas le financement de la ligne, ce qui n'est pas normal. On devrait, lorsqu'on pense production, il faut automatiquement penser évacuation d'énergie. Des transports. Bien sûr, à quoi ça sert de produire pour ne pas évacuer? Donc la seule solution, justement, ben c'est ça. Il faudrait justement qu'on puisse construire les lignes d'évacuation de l'énergie. Mais nous avons par exemple Inga, nous avons Zongo, qui sont opérationnels. Hein? Oui. Comment expliquer que la ville de Kinshasa, par exemple, n'arrive pas à trouver solution au problème? En fait, délestage sur délestage. Monsieur Zongo, c'est à moins de 300 km de Kinshasa. Oui, M. Jean-Marie, les responsabilités sont partagées.
lorsque les barrages d'Inga ont été construits, Oui. à l'époque, Dans les années 70, avec le Ouais. maréchal Mobutu. voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu comme un surplus d'énergie. Alors la politique de l'époque, c'était une politique énergivore. Il fallait encourager des sociétés, des compagnies à consommer d'énergie. Je pense même qu'on finançait même qu'il y ait des chauffages pour être sûr qu'on va consommer l'électricité produite. Et même les tarifs qui ont été, je peux dire, proposés en ce moment-là, Oui. c'était aussi des tarifs pour inciter aux personnes à consommer de l'énergie. Mais là, on parle des années 70, ok? Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ces années-là. Malheureusement, je dirais que la politique n'a pas suivi. Parce qu'aujourd'hui, la moyenne du tarif que nous avons ici, ce n'est pas parce que je suis pour la SNEL, mais c'est une moyenne base. La haute C'est-à-dire tension- la SNEL facture moins qu'ailleurs. Bien sûr. La moyenne en Afrique, elle est 14,5. La moyenne en Europe, elle est 18,5. Et ici, nous sommes à combien? À 5,5, 5,69 Ah, mais c'est exactement. largement moins cher. C'est largement moins cher. Donc, je suis en train d'y aller mollo. Oui. J'ai dit que les responsabilités sont partagées. Donc là, je parle d'abord de l'aspect historique politique où la politique devrait suivre. Je pense qu'il fallait donner quand même un tarif normal. Deuxième chose maintenant, c'est que là maintenant, c'est la population elle-même. Lorsque vous avez une certaine quantité d'énergie, vous devez savoir comment l'utiliser. Malheureusement, nous constatons aussi au niveau de la population, il y a également beaucoup de gaspillage d'énergie. C'est-à-dire? Ben, vous vous promenez sur la rue, vous voyez en plein jour, toutes les lumières sont allumées. C'est du gâchis. Donc, on n'arrive pas à intégrer la notion de transition écologique. La notion d'économie d'énergie, c'est très très important. Parce que lorsque l'énergie que vous allumez là, en plein jour, pendant que vous êtes censé ne pas l'allumer, c'est une énergie qui pouvait être utilisée ailleurs, peut-être pour un réchaud ou pour suivre GMK Today, et ainsi de suite. Donc là, c'est au niveau de la responsabilité Des Karobola. de la population. De la population, oui. Troisièmement, maintenant, il faut aussi l'avouer, Oui. il y a aussi une part de la SNEL là-dedans. Parce que quand on voyait le réseau de la SNEL, c'était un réseau vétuste. Bon, laissez-moi vous poser cette question. Il y avait un responsable SNEL qui était à votre place, qui m'avait expliqué que le problème que nous avons, c'est les réseaux laissés par les Belges en termes d'installation pour la distribution de l'énergie. Ces câbles datent, ou ces transformateurs datent des années 70, 80. Pour les changer, il faut de l'argent. Et comme les gens ne payent pas, on va dire d'une manière correcte, l'État congolais doit aussi de l'argent à la SNEL. Au fur et à mesure que ces appareils tombent en panne, on est un peu écartelé entre acheter des matériels qu'on n'arrive pas à installer. Ensuite, dès qu'on installe, les gens font des installations chez eux qui ne respectent pas l'ampérage ou je ne sais pas la consommation. Conclusion, la SNEL est toujours dans une solution un peu... De pompiers. Oui, des pompiers. Des pompiers. Mais est-ce que ce n'est pas, vous aussi, de votre responsabilité en tant qu'expert, vous qui êtes partenaire de la SNEL, Éco-Énergie, vous avez même travaillé dans la facturation des successifs. On a vu qu'il y a eu une politique de prépayage, un prépaiement. Comment vous n'arrivez pas à convaincre les gens de la SNEL de laisser l'installation, la distribution ou même la maintenance à des sociétés à forte capacité d'expertise comme vous, et puis que la SNEL soit là que pour réguler, tout simplement. En fait, c'est pas toujours si facile, hein, comme on le pense. C'est-à-dire, le personnel de la SNEL s'oppose à ça? Non, pas du tout. C'est comme si vous avez une Ferrari chez vous, ok, qui est en panne. La panne, c'est peut-être une batterie ou un alternateur. Si vous-même, vous réparez cette panne, vous pouvez la vendre à 100 000 $. Mais si vous voulez l'amener telle qu'elle est, vous la vendez à 10 000 $. Oui. Alors vous dites que non, vaut mieux que je la répare. C'est ça la SNEL. Avant de faire cette délégation de pouvoir, il est important que la SNEL fasse un minimum de réparation dans son réseau. Parce que même quand vous parlez de prépaiement, Oui. le prépaiement, c'est en bout de ligne. Je peux dire que c'est la finalité. Mais avant d'arriver au prépaiement, il y a un transport. Après le transport, il y a une transformation. Après une transformation,
il y a une ligne moyenne tension et puis une transformation, puis une ligne basse tension. Si ce circuit-là n'est pas quand même N'est pas fiable. n'est pas fiable, n'est pas remis en état, Oui. le préparement ne servira à rien. Donc, pour la SNEL, il faut qu'elle fasse quand même un minimum, je dirais, hein, dans le jargon normal, de réparation, pour quand même mettre son réseau quand même en état. Une fois que la SNEL pourra faire ça, en ce moment-là maintenant, elle peut, par appel d'offres, justement, faire cette délégation de pouvoir. Et elle, la SNEL serait comme un grossiste. Oui. Voilà. Et elle laisse les détails, tout ça. Mais il faut les moyens. Nous avons beaucoup d'experts à la SNEL. M. Vic Oui. lui-même était à la SNEL. Il y a beaucoup de gens qui maîtrisent toutes ces solutions. Oui. Où serait la solution? Et là, on va parler un peu de vous parce que votre société aujourd'hui, avec la libéralisation du secteur, a déjà fait montre d'une certaine capacité à Absolument. trouver des solutions alternatives. Absolument, on a des exemples. Comme à Regardez. Kananga, par exemple. Oui, à Kananga, mais avant de parler de Kananga, parce que Oui. ce n'est qu'un exemple, nous avons à Boulouo, à Likassi, si vous connaissez la prison Boulouo, Absolument. oui, nous avons là-bas placé une nouvelle travée, un nouveau transfo, nous avons construit une ligne moyenne tension et nous avons balayé cette zone-là. Ça produit de l'électricité? Bien sûr, bien sûr. Ça, au fait, en ce moment-là, nous ne sommes pas producteurs, mais nous Vous sommes récupérez juste l'électricité de la SNEL qui est produit, vous nous les transformez, transformons et oui. puis nous les distribuons. Et cette ligne que nous avons construite, c'est une ligne 15 kV, elle est tout à fait stable. Et les clients qui sont là, qui ont pu profiter de cette expérience, ils sont contents. Ces genres d'expériences, nous pouvons les reproduire. À Kananga, vous avez donné l'exemple, ça on l'a fait avec un partenaire. Oui. Nous avons été là juste dans la conception, le partenaire il a construit. C'est une centrale qui a été construite en 2016 par les moyens privés et elle a desservi la population pendant 8 mois sans problème. Bon, malheureusement, il y a eu autre chose qui est passé. Nous privilégions les directs. Vous voyez, vous avez beaucoup de succès hein, depuis que l'émission a commencé. Il y a Madame Clémence à Likassi, qui nous suit à Likassi, qui dit félicitations Ecoénergie pour les travaux au Lualaba. Vous êtes au Lualaba aussi? Oui. Pouvez-vous rassurer la population le temps qui vous reste pour la fin des travaux au Lualaba? Ok. Je tiens à dire d'abord que pour le Lualaba, tout ce qui est parti haute tension, c'est terminé. Ok, je la rassure. Aujourd'hui, avec la SNEL, nous avons placé 2 transformateurs de 50 MVA pour un total de 100 MVA qu'on va maintenant desservir dans la ville pour la population. Et les études sont quasi prêtes. Le draft d'air a été proposé. Donc, d'ici là, il sera déposé officiellement à la SNEL pour approbation, parce que n'oubliez pas, nous passons toujours par la SNEL, qui est propriétaire du réseau. Et une fois que nous aurons toutes les approbations, eh bien, nous allons commencer la réalisation des travaux. Il y a M. Raymond Gandou qui est à Kwilungongo, Oui. Congo central. Combien de temps prendront les travaux de Lozi, Songololo et surtout Lufu, qui vit dans le noir total? Absolument. Lufu, les études sont finies. Les études sont finies. Les études ont même été approuvées par la SNEL. C'est fini. Donc là, nous sommes maintenant en phase de mobilisation des financements. N'oubliez pas que, nous l'avons dit au départ, c'est que nous sommes essentiellement dans la conception des infrastructures, mais des fois, nous faisons des appels à financement. Donc, on a fini, qui se rassure. Là, maintenant, nous sommes dans la préparation des financements. En ce qui concerne maintenant Louf et Songololo, les études sont à la SNEL. Nous les avons terminées, mais nous attendons maintenant l'approbation de la SNEL. Troisième question, c'est M. Fabrice Kitoko, qui est à Brazzaville, au Congo, d'en face. Il dit, étant donné, plutôt en tant que bureau d'études, quelles sont les retombées de l'énergie prépayée en RDC, particulièrement à Kinshasa? Retombées de ces prépaiements. Vous avez dit tout à l'heure que prépaiement, c'est en bout de course. Il faut que toute la chaîne soit fiabilisée. Est-ce que c'est un plus pour la SNEL, ces prépaiements? Parce que là, je vous avoue qu'il y a des quartiers comme Bamamobutu ou d'autres où on avait expérimenté cela, Montfleury et les autres, où les utilisateurs se plaignent que ça coûte trop cher, les factures, ça coûte trop cher, mais parfois le courant part. Retomber pour le pays, c'est quoi? Est-ce qu'il faut prépayer partout
En Angleterre, on sait que c'est très généralisé comme système. D'abord, qu'on se comprenne bien, hein, Oui. c'est-à-dire que le prépayé, ce n'est pas le prépayé qui finalise le réseau. Soyons clairs. Le prépaiement est un mode de recouvrement. Recouvrement. Ah oui, ça vous permet de recouvrer plus facilement. Mais en même temps, le prépaiement responsabilise beaucoup plus le client. Parce que quand le client il est au forfaitaire, on a vu, M. Jean-Marie, dans des quartiers où c'est résidentiel, on trouve des soudeurs. Alors, le Tu soudeur... se connectes au réseau. Oui, il y a des soudeurs. Oh, le soudeur, quand il est au forfait, on ne fait payer que $50, $50. Mais Il quand- pompe... voilà, il pompe plus. Maintenant, quand on lui met le prépaiement, ce qui arrive, c'est qu'il est maintenant taxé à sa juste valeur. En ce moment, il dit, oh, voilà. Je ne soude plus parce je ne que soude plus, oui, mais voilà. ma carte part vite. Exactement. Donc, ça nous permet aussi de nos responsabilités. Donc, le prépaiement n'est pas là pour arranger ou améliorer le réseau. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi je l'ai bien dit que c'est en bout de ligne. Le prépaiement est un mode de recouvrement et ça permet juste au client d'être beaucoup plus responsable et à la compagnie qui vend de l'énergie de dépenser moins d'argent. Alors, je vous pose une question un peu philosophique, on va dire beaucoup plus globale, parce qu'on est suivi par les responsables, hein, à très haut niveau. On parle aujourd'hui des grands travaux dans notre pays. C'est Inga présenté comme la solution à tous les problèmes, mais Inga était déjà là. Il y a beaucoup de barrages à travers le pays. Est-ce que, répondez-moi franchement, hein, est-ce que il vaut mieux passer par les solaires, parce qu'on dit que les solaires c'est plus rapide, c'est installé, il y a les batteries qui sont chargées par les panneaux, parfois avec les groupes électrogènes qui chargent, parfois les panneaux qui chargent. Est-ce qu'il faut privilégier ça pour respecter l'environnement? Ou bien comme nous avons de l'eau partout, est-ce qu'il faut faire des barrages partout pour que nous ne puissions pas avoir des problèmes d'électrification? Parce que quelqu'un m'avait dit que nous ne sommes qu'à 6% d'accès au réseau électrique. Un pays avec autant de réseaux en termes d'eau, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a des villes entières qui sont dans le noir. Quand vous êtes venu à Kananga, par exemple, Kananga était dans le noir, Dans les noirs. alors qu'il y a de l'eau partout. Dans les noirs, absolument. Alors, quelle est votre solution? Bon, Voilà. d'abord, pour nous, nous pensons que l'énergie solaire est une énergie complémentaire. 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 Dans le sens où, premièrement, vous le savez vous-même, c'est que nous avons un ensoleillement que durant, on peut dire, de 8h à 18h. Mais lorsqu'on prend, parce que la courbe d'ensoleillement, c'est comme une cloche. Lorsqu'on veut la considérer comme une constante, on peut dire qu'il n'y a que 6 heures d'ensoleillement. 6 heures seulement. 6 heures, vraiment. C'est-à-dire que si aujourd'hui on dit par exemple qu'on a une centrale solaire de 5 MW, c'est un exemple, Oui. bien sûr que le soleil commence à 8 heures, ça va commencer peut-être avec 1, 2, et quand on arrive à 11 heures, généralement, là il arrive à 5, jusqu'à 13 heures, il est encore à 5 au pic, et puis il commence à redescendre. Ouais. Donc, Vers 16 heures, ce n'est plus utilisable. 17 heures. non, ça dit que la puissance n'est plus la même. Ouais. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, il y a des gens, certaines technologies, où le soleil il est couplé aux batteries. C'est-à-dire que le batterie, c'est un stockage. OK? Le problème, c'est que le stockage coûte cher. Très cher même. Les stockages coûtent cher. Ah oui, les batteries coûtent énormément cher. Lorsque on construit une centrale solaire avec des batteries, ce qui coûte cher, ce sont les batteries. Vous constaterez, quand on dit que au Maroc, ils ont atteint 100 MW Oui, oui. On en montre toujours Malaisie, l'exemple marocain, hein. tout ça. Oui. Oui, mais ces 100 MW, ils sont couplés au réseau, qui déjà, en soi, le réseau, lui, a déjà 1000 ou 2000 MW ou 10 000 MW. Donc c'est les réseaux qui chargent les Non, ce n'est les pas batteries. Non, pas du tout. C'est-à-dire, généralement, ces centrales de 100 C'est MW, complémentaire au réseau. allez vérifier, Oui, au il n'y a Maroc. pas 100 MW de batterie. Ah non. C'est-à-dire que la centrale solaire, elle vient en appui où on a des zones de pic. On sait qu'à un certain moment de la journée, on peut avoir une pic. Alors cette centrale, elle vient, elle absorbe cela. Alors,
pour notre pays, puisque c'est ça votre question. C'est ça ma question. Parce Moi, qu'on je nous pense présente les solaires comme étant la situation. Les Allemands en ont parlé, les Indiens sont venus nous dire, comme votre pays est disparate, etc. Ce qui est vrai. Proposer ces solutions qui est vrai, pour monsieur résoudre des problèmes Jean-Marie, d'une manière ponctuelle. Ce qui est vrai, M. Jean-Marie, Oui. c'est que le solaire, il est rapide. On n'en disconvient pas. OK. Alors, quand on veut placer une centrale, des petites centrales, on peut facilement trouver les stockages également. Là, on parle de 1 MW, 2 MW. Ça, c'est possible. Mais ici, chez nous, M. Jean-Marie, comme vous l'avez dit, nous avons beaucoup de cours d'eau et de rivières. Il n'y a pas que des grandes centrales comme Zongo, comme Inga, 100 MW, 1000 MW. Non. On peut faire des petites centrales Mais bien sûr. à 5 MW, à 2 MW. Même à 500 kW. Même à 1 MW. Donc même les particuliers peuvent le faire aujourd'hui. Bien sûr, c'est possible. Et ces centrales-là ne prennent pas du temps comme si vous voulez construire Inga. Kakobola ou bien sûr, ou parce Katende, par exemple, au Kasaï. mais voilà, Katende, c'est 64 MW. Oui. Mais lorsqu'on part, par exemple, sur Chibachi, à Kananga, là-bas, on peut prendre entre 500 et 900 MW. Là, nous avons un projet de Miayo qui est sur la rivière Miayo, c'est 7 MW. On peut aller, on était vous connaissez Ngerengene? Oui. Oui, c'est à la rive. Nous, on a fait des études en Ngerengene. C'est pour une centrale de 500 kW. Donc, au Bas-Congo, partout. Mais pourquoi on ne le fait pas pour des villes comme Kinshasa, par exemple? On peut mettre quelques centrales solaires pour ne serait-ce que alimenter des communes. Oui, ça ne coûterait rien. Oui, non. C'est pas que ça coûte rien, ça coûte toujours quelque chose. Oui. Aujourd'hui. Mais en termes de budget, tu sais que nous consommons en groupe électrogène, etc., ça peut être compensé par ça. Au Nigeria, on a vu qu'il y a des solutions un peu comme ça. Aujourd'hui, la solution d'abord, ici, au pays, selon Econergie, il ne faut pas avoir peur du tarif. Rappelez-vous, M. Jean-Marie, lorsque Télécel est arrivé ici, quel était le tarif? Exorbitant. Exorbitant. Pourquoi? Parce qu'il n'y en avait pas. Monopole. Le produit n'existait pas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas avoir peur d'augmenter les tarifs pour que les investisseurs viennent. Lorsqu'on augmente les tarifs, il y aura affluent des investisseurs. Mais une fois qu'ils seront là, quoi qu'il en soit, la concurrence va il y aura la loi de l'offre et de la demande. Il y aura la concurrence. Et cette concurrence va réguler le marché. Qui a peur d'augmenter les tarifs? C'est la population ou c'est l'État qui ne veut pas froisser, qui ne va pas faire peur à la population? Je suis sûr que c'est l'État qui ne veut pas froisser. Parce que, je prends un exemple, le coût de l'énergie, il est automatiquement lié à la tonne produit du cuivre et du cobalt. Absolument. Absolument. Alors, voyez-vous, ici, nous, chez vous, vous payez peut-être 100, 200 $, mais les miniers, eux, ils payent des millions. Alors, eux, ils ont fait leur business plan en sachant qu'en énergie, ils vont dépenser 20 millions. Mais s'il faudrait maintenant qu'ils dépensent 40 millions, ça change tout leur business plan. Mais il y a aussi ces miniers. Moi, j'avais rencontré quelques-uns qui disent le problème que nous avons au Congo, c'est l'approvisionnement en matières premières, mais surtout l'énergie qui pose problème. Vous avez travaillé au Katanga, on est très suivi au Katanga en ce moment. Est-ce que vous pensez que seule Ecoénergie peut aider ces miniers? Parce qu'aujourd'hui, on voit que le métal a augmenté de prix. Les cobaltes, tous nos métaux ont augmenté de prix. Le cuivre a atteint un des taux le plus élevé depuis 2011. Oui. 9 000 LME. Ouais, justement. Et ça nécessite aussi le besoin d'énergie. Absolument. Quand on dit éco-énergie, solution congolaise au problème. Oui, est-ce que nous allons continuer à importer l'énergie en Zambie? Est-ce que les gens qui utilisent là-bas les groupes électrogènes et qui consomment énormément de fuel, et ces fuels proviennent aussi de l'étranger, est-ce que vous pouvez donner des garanties aujourd'hui que si on vous fait confiance, vous allez répondre à ces besoins, notamment énergétiques, dans nos zones minières? En fait, pour être clair, la demande est toujours là, mais l'offre n'est pas encore au rendez-vous. L'offre n'est pas là. L'offre n'est pas encore au rendez-vous. Je crois que le déficit, il est connu. Okay? La SNEL est en force majeure depuis 2012 parce qu'il y a eu un problème d'assèchement des lacs. Ce qui fait que la production, l'étiage, ce qui fait que la production qu'elle devait produire normalement, ce n'est plus tellement le cas. L'importation de l'énergie sera toujours là tant qu'on n'a pas encore trouvé la génération. Tant qu'on ne génère pas de l'énergie, tant qu'on ne produit pas de l'énergie,
et qu'il ne faut pas oublier, il y a toujours le développement qui s'accroît. Non seulement, il y a toujours une guéguerre souvent hein, entre les mignons, on peut dire, et le social, au fond. Parce qu'est-ce qui se passe pour la SNEL? Oui. La difficulté, c'est quoi, M. Jean-Marie? À la SNEL, au fond, 80% de ses revenus viennent des miniers. Vous comprenez? Mais pourquoi la SNEL n'investit pas dans la production, on va dire, exponentielle de l'énergie? Permettez-moi de finir. Pour servir à la fois les miniers, mais aussi nous les consommateurs. 80% de ces revenus, carrément, viennent des miniers. Oui. Vous comprenez? 80%. Alors, entre-temps, vous avez peut-être 50 miniers qui vous donnent 80% des revenus. Et vous avez 30 millions de personnes qui vous donnent 20%. Et sur les 30 millions, pour vous donner ces 20%, vous parvenez qu'à recevoir 30% de ces 20%. Donc, et c'est eux qui vous créent encore plus de problèmes. Il y a un manque à gagner du côté de peu de gens. Ou peut-être de beaucoup de gens, mais qui rapportent peu à la SNEL. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population dit qu'elle veut l'énergie. Oui. La logique serait que la SNEL dise ok, je ne donne plus aux miniers, je donne à la population. Mais ces gens-là, ils consomment, mais ils ne payent qu'à 30%. Et l'État a peur de la population. Absolument. Et l'État aussi, en premier, ne paye pas. Dans les 20%, l'État a peut-être 10%, et lui, il ne paye que pire que 10%. Mais ce que vous dites, non seulement exonère un tout petit peu la SNEL, hein, oui, un tout petit peu. En termes de responsabilité, parce que quand il y a des lestages, il y a des problèmes, on dit, bon, la mauvaise gestion, ils sont de mauvaise foi, etc. Mais en même temps aussi, l'État ne prend pas ses responsabilités. Absolument. Absolument, absolument. Vous savez, une compagnie comme la SNEL ne devait pas être un sapeur-pompier. On ne devait pas, on lui dit, oh là-bas, cabine Ziki, Binakoufa. Non. Il doit avoir une prévention. Et pour faire la politique préventive, il faut avoir les moyens. Mais il y a quelques dysfonctionnements, s'il vous plaît. Le problème, par exemple, de carburant qu'il faut payer, que l'État ou le gouverneur de province ou des administrateurs payent à la SNEL pour alimenter ces groupes électrogènes thermiques, par exemple. Pourquoi ça n'a jamais été dit clairement? Pourquoi ça continue à non seulement pomper les budgets au niveau de certains gouvernorats, mais aussi que les cadres SNEL ne prévoient pas des solutions pérennes pour faire fonctionner d'une manière autonome leurs installations. Monsieur Jean-Marie, vous savez, dans le problème souvent des thermiques, c'est le problème de l'homme congolais. L'homme congolais? Ah oui, tout simplement. Moi, je me rappelle très bien, nous sommes en 2015, lorsque, à l'époque, nous arrivons à Kananga. Et lorsqu'on arrive là-bas, le gouverneur à l'époque, c'était Alex Kandé. Il donnait le carburant à la direction provinciale de la SNEL. Il en donnait toujours. Alors, je lui ai posé une question simple. Je lui ai dit, mais le carburant que vous donnez, vous le donnez tout le temps? Il dit oui. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit pourquoi. J'ai dit, mais non, parce que quand vous donnez du carburant, ce carburant, il est transformé en énergie. Et cette énergie est vendue. C'est-à-dire, normalement, les recettes qui proviennent de cette énergie autofinancement doivent permettre à la SNEL de tourner. Absolument. Parce que la machine a été déjà enclenchée. Exactement. Alors là, il a dit, mais c'est vrai. Donc, c'est là où je reviens. C'est une fois de plus le problème de l'homme congolais. Mais cet homme congolais, vous le changez comment? Ben, je suis ravi de voir qu'il y a... Par le fouet, par la carotte, comment? L'état des droits? Certainement par l'état des droits, ça c'est sûr. Il faut, j'ai vu à l'agence des changements de mortalité. Oui. Vous, de la presse, vous avez un rôle à jouer là-dedans. Bref, il faut de la sensibilisation. Il faut, comme vous avez dit, le fouet, il faut l'état des droits, il faut tout ça. C'est très important. Alors, on a une question plutôt déshydratant, on va dire. Qu'est-ce qu'il faut pour que ces plaidoyers très volontaristes arrivent aux dirigeants qui doivent faire confiance à l'expertise congolaise? Qu'est-ce qu'il faut? Quel message vous avez adressé aux dirigeants pour ces plaidoyers que vous avez fait depuis le début de cette émission? Parce que tous ceux qui nous envoient des messages ne font que vous féliciter par une certaine clairvoyance que vous avez. Ben, merci beaucoup. En fait, il faudrait qu'on cherche les vrais experts en énergie. Pas les experts politiques
qui tourne souvent autour Qu'on de la... nomme pas des politiciens à la SNEL. Non, 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 non. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça d'abord. D'abord, à la SNEL, il n'y a pas de politiciens. Aujourd'hui, celui qui est là, c'est un grand Mais DG. si, il y a le PCA, c'est pas un politicien. Le PCA. À un moment donné, il y a eu même mais- beaucoup de Oui, politiciens. mais, d'ailleurs. mais c'est lui qui dirige la compagnie maintenant. C'est un ingénieur compétent, M. Jean Bosco, Oui. qui connaît bien la SNEL. Oui. Mais ce que nous voulons dire, c'est qu'il faudrait que la SNEL applique une bonne politique. Il faudrait que le gouvernement fasse sa part. C'est-à-dire quoi? Le gouvernement doit payer ses factures ou alors allouer une certaine somme d'argent pour permettre à ce que la SNEL fasse un minimum de travail dans son réseau. Aujourd'hui, le réseau de la SNEL, je le répète, il est vétusté, il est foutu. Vétuste. Oui, absolument, absolument, absolument. Il faudrait qu'on puisse mettre... Vous savez, il y a un grand projet qui doit être fait en Djili. Oui. Le débat, c'est est-ce qu'on enlève tout, on refait? C'est la question que j'allais vous poser. Mais nous sommes pour, on enlève tout. Mais je vous dis qu'il y a une pesanteur terrible pour qu'on ne fasse pas ça. Est-ce qu'il faut, avec un financement correct, Banque mondiale ou je ne sais pas qui veut dire, voilà, en matière d'énergie, investissons, admettons, 2 milliards à la SNEL, on enlève tout, on prend un temps pour tout remplacer. Est-ce que la solution, ou bien il faut faire au fur et à mesure, ou les appareils peuvent pas, on voit Inga par exemple, Oui. Inga 3, on fait ceci, On ne peut pas tout faire d'un coup. Mais ce qui est bien avec le réseau, Oui. c'est qu'on peut aller zone par zone. C'est ça la beauté de en l'énergie. mettant du nouveau matériel. Absolument, absolument. Où il faut un investissement volontariste de l'État. Oui, pas nécessairement. Il faut. Vous savez, la Banque mondiale, c'est bien, mais s'endetter trop, c'est pas. Si l'État dit, par exemple, il dit, bon, ça va, nous quittons de 5,69 cents, Oui. nous arrivons à 8 cents. Oui. OK? Et il dit à la SNEL, OK? Je te dis que pendant 4 ans, cette augmentation-là, il ne faut pas le mettre dans le fonctionnement de ta compagnie, de ta boîte. Les Oui, traitements des les salaires. traitements. Non, et non, non, tout non. ça. Mais cette augmentation-là, ça puisse te permettre de financer la réhabilitation totale du réseau. Ça serait un C'est exemple. possible. Bien sûr. Et il ne faut pas que les politiques se partagent Mais ces surtout financements. pas. Mais bon, ça c'est là où je reviens encore du problème de l'homme congolais. On dit voilà, il y a une cagnotte à la SNEL, on a débloqué. Alors, allez vous servir un peu cela, on va faire des affaires politiques avec. Il ne faudrait pas surtout pas ça. Il faudrait que cette somme soit dédiée exclusivement à la réhabilitation des infrastructures électriques. Quels sont les projets pour Ecoénergie aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser, comme on a dit, suite à la question de M. de Luozi. Oui, On dans le a Congo finalisé- central. Dans le Congo central, on a finalisé les études de Luozi. On a finalisé, nous, de notre part, les études de Lufu et Songololo. Donc, on attend que la SNEL revienne vers nous. Nous sommes en train de finaliser l'étude de l'évacuation des 100 MW qu'on a dit qu'on a mis au nouveau répartiteur le Laba à Kolwezi pour permettre Dans le Lualaba. dans le Lualaba, oui, pour Oui. permettre un peu d'avoir une énergie de ce côté-là. Est-ce que la population va en profiter un tout petit peu? Absolument. Pas seulement les industriels, les Non, non. usines et tout ça. Non, les les 100 riverains, les villes aux alentours peuvent bénéficier des beaux mégawatts. Les 100 MW sont essentiellement domestiques parce que le poste en soi, c'est un poste de 400 MVA. 400. Oui, 400 MVA et 300 MVA, c'est ce qui a été dédié nécessairement aux clients haute tension, c'est-à-dire les miniers, et 100 MVA, ça a été dédié pour la population. Alors, une question de confiance, on va terminer par là, et dites-moi si c'est vrai. Est-ce que vos projets coûtent autant cher en investissement? On sait que les 400, admettons, les 400 mégawatts que vous avez fait là-bas, ça a coûté combien? 400 MVA. Oui. Non, mais très franchement, dites-le-nous, en toute confiance. Non. Parce que quand on voit, par exemple, on a vu la ville de Kinshasa, on voit juste une cabine qui alimente des bureaux, ça coûte 15 millions, par exemple, ou 5 millions. Je dois juste vous avouer Oui. que nous sommes nous-mêmes des fois scandalisés de voir certaines sommes d'argent citées dans les médias pour certains projets de la place. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous accédez parfois à ces Bien sûr. études, vous connaissez le vrai prix. Non, mais, M. Jean-Marie, dans votre domaine ici, ok, lorsqu'on vous amène une caméra, vous connaissez la fourchette. Absolument. Vous savez que le minimum, c'est autant,
Et le maximum sur autant. Absolument. Bon, si je vous donne même une caméra, je On vous vous dis dit qu'elle signez quand même. si je vous dis qu'elle coûte 2 millions de dollars, Impossible. bah, voilà. Même pas 10 000 $. Exactement. Et vous, parfois, vous êtes témoin de ce genre de choses. Bien sûr. Même C'est- pas parfois. C'est ça qui tue notre économie. Même pas parfois, souvent. Souvent. Vous aviez dit l'autre fois, pourquoi on nous choisirait nous? Pourquoi Oui. Econergie? Oui. Mais c'est la probité. C'est l'honnêteté. C'est l'amour du pays. Voilà pourquoi on choisirait Econergie. Merci beaucoup. Je vais vous demander de regagner les couloirs. On C'est moi viendra, qui vous vous, remercie. on viendra vous suivre de près parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes fiers d'avoir une société congolaise, dirigée par des Congolais, avec un discours aussi responsable. Le Congo de demain appartient aux gens compétents qui font du bon travail et qui dénoncent les antivaleurs. Absolument. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci et puis je vous dis merci à vous de nous avoir fait confiance pour parler, pas politique, mais parler plus de l'économie, des technologies, du développement. C'est ça qui peut faire que le Congo puisse faire concurrence à d'autres pays qui aujourd'hui, à travers le monde, essaient de dire qu'ils sont en avance par rapport à nous. Cultivons d'abord un peu ce patriotisme, ces techniciens de chez nous qui peuvent honorer l'image de la République. À très bientôt.